Julien, l'homme que j'aimais éperdument depuis 4 ans. À mes yeux, Julien était parfait, beau, ambitieux, trouvant toujours les mots doux qu'un mari est censé dire. Je croyais sincèrement que la promesse de rester unis dans la santé comme dans la maladie était la colonne vertébrale d'un mariage. J'avais d'ailleurs caché la vérité sur mes origines, le fait que j'étais la fille unique et l'héritière d'un magnate de l'immobilier parisien, parce que j'avais besoin de savoir que Julien m'aimait pour moi et non pour la fortune de mon père. Mais je me trompais lourdement et le prix de cette erreur fut 2 jambes brisées et un cœur réduit en miettes. Tout a commencé par l'odeur piquante et chimique du désinfectant. J'ai ouvert les yeux dans une chambre d'hôpital d'un blanc glacial. Le moniteur cardiaque à mes côtés émettait un bip régulier et entêtant. Bip, bip. J'ai essayé de me redresser, mais mon corps semblait cloué sous une tonne de pierres. Mademoiselle Beaumont, est-ce que vous m'entendez ? Le docteur Morel se tenait à mon chevet, braquant une petite lampe dans mes yeux avec une expression d'une douceur qui m'a terrifiée. Vous êtes en réanimation. Vous avez eu un grave accident de voiture sur l'autoroute A13. Le souvenir m'a frappé comme un raz de marée, le crissement des pneus, le fracas du verre, puis le noir total. Mes jambes, ai-je murmuré, paniqué en réalisant que je ne sentais plus rien en dessous de la taille. Docteur, pourquoi je ne peux plus bouger mes jambes ? Le docteur Morel a expiré lentement avant de répondre que l'impact avait gravement touché ma moelle épinière. Camille, je suis vraiment navrée, mais il y a de fortes chances que vous restiez paralysée de façon permanente. Vous aurez probablement besoin d'un fauteuil roulant et de années de rééducation, mais je ne peux rien promettre pour le moment. Mon monde s'est effondré. J'avais 26 ans et tout mon avenir, mes projets de voyage, mon désir d'enfant, tout tombait en poussière. Où est Julien ? Ai-je sangloté, m'accrochant au nom de mon mari comme à une bouée de sauvetage. Je vous en prie, faites entrer mon mari. La porte s'est ouverte et Julien est entré, mais il ne s'est pas précipité vers moi. Il n'a pas pris ma main, il n'a pas pleuré, il n'avait même pas apporté une seule fleur. Il était accompagné d'un homme que je ne connaissais pas, vêtu d'un costume sombre et tenant une large enveloppe Kraft. Julien, j'ai bégayé, j'ai peur, le médecin dit que je vais rester paralysé. Julien est resté au pied du lit, gardant une distance prudente et presque clinique. Il a lissé ses cheveux parfaitement coiffés, le visage plat et froid, en disant qu'il était déjà au courant car le docteur lui avait tout expliqué. L'inconnu s'est alors avancé et a déposé l'enveloppe directement sur ma poitrine en déclarant que je recevais une signification officielle. J'ai cligné des yeux, confuse, demandant ce que c'était. Les papiers du divorce, a lancé Julien avec autant de calme que s'il commandait un café en terrasse. J'ai déposé la demande ce matin. Le divorce ? Ma voix s'est brisée. Je suis en réanimation, je viens de frôler la mort, tu plaisantes j'espère ? Julien a haussé les épaules, une lueur d'agacement traversant son regard. Écoute Camille, je t'ai épousée pour avoir une femme, une partenaire, pas pour devenir infirmier ou aide-soignant. Il s'est penché juste assez pour que je voie le dégoût qu'il ne cherchait même plus à cacher. Je suis encore jeune, je veux voyager, je veux profiter de la vie. Je ne peux pas m'enterrer à pousser un fauteuil et à changer tes couches pour le restant de mes jours. Tu comprends, non ? Ne deviens pas un fardeau pour moi. Le téléphone de Julien a sonné et il a mis le haut-parleur. C'était sa mère. Est-ce qu'elle a signé, Julien ? Pas encore maman, elle pleure. Elle pleure pourquoi ? A cinglé sa mère à travers l'appareil. Camille, si tu as un peu de dignité, laisse partir mon fils. Il mérite une femme accomplie, pas une invalide. Signe ses papiers et laisse-le rentrer se reposer, il a passé la nuit debout. Mes larmes ont séché instantanément sur mes joues. La douleur physique n'était rien comparée à cette trahison. L'homme que j'aimais et la femme que j'avais essayé de respecter ne me voyaient que comme un objet utile quand il fonctionnait et jetable quand il tombait en panne. Julien a ajouté, comme s'il lisait une liste de courses, qu'il gardait l'appartement et la voiture puisque les crédits étaient à son nom, et que je pouvais garder mes maigres économies pour payer mes factures d'hôpital. Signe Camille, ne rend pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Je l'ai fixé, à cet instant précis, l'amour en moi est mort pour laisser place à un mépris glacial.
Donne-moi le stylo. D'une main tremblante, j'ai griffonné ma signature. Julien a arraché le papier, a vérifié la signature et a enfin affiché un petit sourire de soulagement. Merci, a-t-il dit, et bonne chance avec tes jambes. Puis il a tourné les talons et est sorti sans un regard en arrière. La porte de la chambre s'est refermée. Je suis restée là, seule, emmêlée dans les tubes et les fils, écoutant le bip des machines qui semblaient se moquer de mon existence. Julien pensait s'être débarrassé d'un fardeau, il n'avait aucune idée que ce divorce précipité était la seule chose qui me sauvait d'une vie entière à ses côtés, et surtout qu'il venait de jeter à la poubelle un ticket pour des millions d'euros dont il ignorait l'existence. Mais je ne le savais pas encore, je ne voyais que l'obscurité. Dès que la porte s'est refermée, la réalité brutale m'a rattrapée. Une infirmière est entrée, hésitante, avec un terminal de paiement à la main. Mademoiselle Beaumont, je suis désolée, mais votre carte de crédit conjointe a été refusée et votre compte courant est à découvert. Je suis restée de marbre. J'ai demandé mon téléphone et j'ai ouvert mon application bancaire. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang, 0 €. Julien ne s'était pas contenté de partir, il avait vidé nos comptes, volant chaque centime des 50 000 € que nous avions mis de côté, de l'argent provenant majoritairement de mes heures supplémentaires. Il me laissait handicapée, ruinée et croulant sous les frais médicaux. Il voulait me voir pourrir. Pendant un instant, j'ai eu envie de disparaître, mais une voix ferme et imposante a résonné dans la pièce. Rangez cet appareil, je m'occupe de tout. J'ai levé les yeux et j'ai vu mon père, Charles Beaumont, debout dans l'encadrement de la porte, vêtu d'un costume sur mesure, une canne en ébène à la main. Je ne l'avais pas vu depuis 3 ans, depuis que j'étais partie en claquant la porte pour vivre mon grand amour avec Julien. Mon père m'avait prévenu que Julien ressemblait à un coureur de dot en beau costume, mais j'avais été assez aveugle pour le défendre. Papa, j'ai craqué en sanglotant comme une enfant, j'ai eu tort, il m'a abandonnée. Mon père ne m'a pas fait de reproches. Il s'est approché et a essuyé mon visage d'une main rugueuse et chaleureuse. Ne pleure pas pour un déchet, Camille. Prépare tes affaires, on rentre à la maison. Mon père m'a ramené dans notre domaine familial en Normandie. Il a transformé tout le rez-de-chaussée en une aile de rééducation privée avec le meilleur équipement possible et a engagé 3 des meilleurs kinésithérapeutes du pays uniquement pour moi. Mais quelque chose n'allait pas. Mon père semblait plus mince, plus faible, et ses quintes de tout nocturne faisaient vibrer les murs de la grande demeure. Un soir, alors que je serrais les dents pour essayer de faire bouger mon gros orteil, il s'est assis face à moi, le visage dur mais les yeux tendres. Camille, j'ai 2 choses à te dire, une mauvaise et une bonne. Mon estomac s'est noué. La mauvaise, a-t-il dit calmement, c'est que j'ai un cancer du poumon à un stade avancé et les médecins me donnent 3 mois. Non, j'ai hurlé en essayant de me jeter vers lui, emprisonné par mes jambes inutiles. Tu ne peux pas me laisser maintenant. Écoute-moi, a-t-il dit d'un ton ferme, c'est la vie. Et c'est pour ça qu'il y a aussi une bonne nouvelle qui concerne ton ex-mari de pacotille. Il a sorti un dossier épais. Camille, tu sais que je possède le groupe Beaumont et que ma fortune est estimée à plus de 10 millions d'euros. Il a ouvert le dossier en tapotant les pages. J'ai mis mon testament à jour. Selon le droit successoral français, tout te revient. Normalement, un héritage est un bien propre, mais il y a un piège, si tu reçois cet héritage alors que tu es encore marié et que tu en verses ne serait-ce qu'1 € sur un compte joint, cela peut devenir un bien de la communauté. Si cela arrivait et que vous divorciez ensuite, Julien pourrait réclamer la moitié. J'ai écouté, interdite. Mon père a esquissé un sourire dangereux, celui d'un homme d'affaires qui voit un piège se refermer sur sa proie. Quand Julien t'a jeté les papiers du divorce au visage à l'hôpital, il pensait se libérer d'un poids. En réalité, il a coupé le seul lien légal qu'il avait avec cet argent. Si le divorce est définitif avant ma mort, alors quand tu hériteras, tu seras célibataire et la totalité des 10 millions restera à toi. Il a tapoté le dossier avec satisfaction. Il n'aura pas un centime, pas un sou. Il a été trop impatient, trop cupide et trop stupide. Il a échangé 5 millions d'euros potentiels contre les 50 000 € qu'il t'a volés. Une décharge électrique a parcouru ma colonne vertébrale. Julien,
qui calculait toujours tout, venait de perdre une partie dont il ignorait même l'existence. Mon père m'a regardé droit dans les yeux en me disant que mon seul travail désormais était de guérir, qu'il voulait me voir debout avant de fermer les yeux pour toujours. Transforme ta douleur en puissance, deviens l'héritière que ce nom mérite, pas une victime. À partir de ce jour, je me suis entraînée comme si ma vie en dépendait. Chaque fois que mes muscles hurlaient de douleur, je revoyais le sourire narquois de Julien. Chaque fois que je m'effondrais sur le sol froid, j'entendais la voix de sa mère dire que personne n'allait vider mon bassin. J'ai supprimé mes réseaux sociaux, j'ai disparu. Dans le silence de cette salle de rééducation, j'ai évacué ma rage par la sueur. 6 mois ont passé. Un après-midi pluvieux, alors que Julien postait des photos de vacances à Saint-Tropez avec l'argent volé, il s'est passé quelque chose dans le salon du domaine. J'ai appuyé mes mains sur les accoudoirs, j'ai serré la mâchoire et je me suis levée. Mon père, désormais très affaibli dans son fauteuil roulant, me regardait avec des larmes coulant sur ses joues creuses. Ça, a-t-il chuchoté, c'est ma fille. Ce fut la dernière fois que je le vis sourire. Une semaine après mes premiers pas hésitants, mon père s'est éteint dans son sommeil, paisible, car il savait que je ne briserais pas. Ses funérailles furent privées et dignes sous une pluie battante. Je me tenais devant sa tombe, vêtue de noir, appuyée sur sa canne en ébène. Le chagrin me déchirait, mais je ne flanchais pas car je savais que le vrai combat commençait. Lors de la lecture du testament, Maître Lefebvre a ajusté ses lunettes et m'a confirmé que tout était parfait car mon divorce était devenu définitif le 15 mars et mon père était décédé le 20 avril. J'étais légalement célibataire au moment de la succession. L'intégralité du patrimoine, les 10 millions en liquide, les actifs immobiliers et les parts sociales du groupe Beaumont me revenaient en tant que biens propres. Julien n'avait aucun droit de regard. 10 millions d'euros. Si Julien avait attendu quelques mois de plus, ou s'il avait montré une once de décence, il aurait pu repartir avec la moitié, mais sa cruauté et son impatience lui avaient tout coûté. 2 ans ont passé. Je n'étais plus la petite épouse effacée d'autrefois. J'avais pris la direction du groupe Beaumont, entouré de l'équipe fidèle de mon père, j'avais fait prospérer l'entreprise. Je marchais à nouveau, même si j'avais besoin de chaussures orthopédiques de soutien. Plus personne ne me regardait avec pitié, on me regardait avec respect. J'avais totalement changé de style, un carré plongeant impeccable, des tailleurs sur mesure et le regard d'acier de quelqu'un qui a fixé la mort en face. Julien, de son côté, n'avait pas eu la fin de conte de fées qu'il imaginait. Grâce à un détective, j'ai appris que les 50 000 € avaient fondu en 6 mois dans des voyages de luxe et des fêtes avec une nouvelle copine nommée Chloé, une fille jeune, jolie et terriblement vénale. Chloé voulait des sacs de créateurs, une voiture de sport et un train de vie que le salaire de commercial médiocre de Julien ne pouvait pas suivre. Les dettes de carte de crédit l'avaient englouti. Le tournant a eu lieu un lundi matin. Le magazine Challenge a publié un portrait exclusif sur l'ascension de la nouvelle reine de l'immobilier, Camille Beaumont, à la tête d'un empire de 20 millions d'euros. La photo de couverture me montrait debout dans un bureau de verre surplombant Paris. Julien a vu la photo. Selon un collègue que j'avais placé près de lui, il a lâché son café en apercevant le magazine dans la salle de pause. Il a lu l'article avec avidité, comprenant que mon père était mort, que j'étais l'unique héritière et il a fait le calcul. Son visage a perdu toute couleur en réalisant que les papiers du divorce qu'il m'avait imposé à l'hôpital étaient précisément ce qu'il avait coupé de cette fortune. Le soir même, mon téléphone a affiché un numéro inconnu que je connaissais pourtant par cœur. « Camille », a dit Julien d'une voix mielleuse, « c'est Julien. J'ai vu l'article, je suis tellement heureux pour toi. Est-ce qu'on peut se voir ?» Je n'ai pas répondu. Le lendemain, il a envoyé des fleurs au bureau. Le surlendemain, il m'attendait dans le hall. Quand je suis sortie de l'ascenseur privé, il s'est précipité vers moi. Il avait l'air épuisé, la chemise froissée et des cernes sous les yeux, mais il a immédiatement repris son rôle de composition. « Camille, tu es magnifique », a-t-il dit en essayant de m'enlacer, mais ma sécurité s'est interposée. « Qu'est-ce que tu veux, Julien ?» ai-je demandé d'un ton monocorde. « Tu as tout mal compris », a-t-il lancé précipitamment, « à l'époque je suis partie parce que c'était ce dont tu avais besoin. Si j'étais restée,
tu te serais reposé sur moi et tu n'aurais jamais trouvé la force de te relever. J'ai joué le méchant pour que tu puisses grandir, c'était par amour. J'ai eu un rire bref et amer. Tu m'as abandonné en réanimation, tu as vidé mon compte, tu es parti avec ta copine et tu appelles ça de l'amour? C'était un test, a-t-il supplié, et tu l'as réussi. On peut recommencer à zéro, tu me manques, Chloé était une erreur. Toi et moi, c'est du sérieux. Julien, ai-je dit en m'approchant, ma voix tombant à un murmure mortel, je ne te manque pas, c'est l'argent de mon père qui te manque. Son visage s'est décomposé, oscillant entre la colère et la panique. Arrête ton cinéma, tu as signé le divorce, nous sommes des étrangers. J'ai tourné les talons mais il s'est mis à hurler, son masque tombant complètement. Ne fais pas la fière. Quand on était mariés, ton père m'avait promis des parts, j'ai droit à une partie de cet argent. Je vais te poursuivre en justice, je prendrai ce qui m'appartient. Je me suis arrêtée et j'ai souri sans me retourner. Vas-y, mes avocats seront ravis. Je suis montée dans ma limousine, le laissant hurler comme un homme persuadé de pouvoir encore intimider le monde. Il pensait utiliser la loi contre moi, sans comprendre que je me préparais à ce moment depuis 2 ans. Il voulait la guerre, j'allais l'anéantir. Julien n'avait pas bluffé. 2 semaines plus tard, je recevais une assignation au tribunal civil où il réclamait 50% de mon héritage, soit environ 5 millions d'euros. Sa plainte était aussi pathétique qu'audacieuse, il affirmait que mon père lui avait fait une promesse verbale et m'accusait de fraude, disant que j'avais volontairement accéléré le divorce alors qu'il était psychologiquement instable. Il avait engagé un avocat véreux nommé Miller, espérant que je paierais un accord à l'amiable pour éviter le scandale. Il se trompait, je ne voulais pas d'accord, je voulais une destruction totale. L'audience préliminaire a eu lieu dans une salle de conférence boisée. Julien était en face de moi, tentant de paraître confiant malgré ses doigts qui pianotaient nerveusement sur la table. Il a lancé son discours larmoyant, affirmant que M. Beaumont le traitait comme un fils et que lui, Julien, n'avait signé le divorce que parce qu'il était dévasté et en dépression temporaire. Mon avocat, Maître Lefebvre, l'a laissé s'enfoncer. Quand Julien eut fini, Lefebvre a ajusté ses lunettes avec un calme glacial. « Monsieur, vous témoignez donc avoir signé par pur désespoir amoureux ?» Julien a acquiescé vivement. Mon avocat a alors fait signe à son assistant et les lumières se sont éteintes. Nous avons obtenu une commission rogatoire pour récupérer les enregistrements de vidéosurveillance de la chambre de réanimation le jour où vous avez signifié le divorce, a déclaré Lefebvre. Heureusement, le système de l'hôpital enregistre aussi le son. Le visage de Julien s'est vidé de son sang. Sur l'écran, il est apparu clairement et sa voix a rempli la pièce, « Je ne t'ai pas épousé pour devenir infirmier. Je ne veux pas m'enterrer à pousser un fauteuil roulant. Ne deviens pas un fardeau. » Puis on a entendu la voix de sa mère au téléphone, « Laisse-le partir, personne ne va vider ton bassin ici. » Un silence de mort s'est installé. La cruauté de Julien résonnait comme le marteau clouant son propre cercueil. Son avocat, Miller, est devenu livide en réalisant que son client venait de commettre un parjure sous serment. Les lumières se sont rallumées. Julien transpirait, la bouche ouverte comme un poisson hors de l'eau. Maître Lefebvre a jeté un tas de documents sur la table. Légalement, le divorce a été acté le 15 mars et le décès a eu lieu le 20 avril. Vous étiez divorcé depuis plus d'1 mois. Cet héritage est un bien propre indiscutable. Non seulement vous n'avez aucun droit, mais nous portons plainte pour dénonciation calomnieuse et parjure. Julien a regardé son avocat comme un naufragé, mais Miller rangeait déjà ses dossiers, sachant que l'affaire était morte. C'est alors que j'ai pris la parole. J'ai regardé Julien sans haine, juste avec une pitié froide. Julien, tu te souviens du calcul que tu m'as jeté au visage? Tu disais que j'étais un poids mort pour ta vie. Tu es parti quand j'étais au plus bas, tu as vendu tes actions quand elles ne valaient rien. Maintenant que j'ai de la valeur, tu ne fais plus partie de l'équation. Je me suis levée. Tu as fait un pari et tu as tout perdu. Maintenant, commence à réfléchir à comment tu vas payer mes frais d'avocat, car Maître Lefebvre coûte très cher. Je suis sortie, le laissant seul avec sa vérité.
Le procès s'est terminé rapidement par un non-lieu total et Julien a été condamné à payer tous les frais de justice s'élevant à 150 000 euros. De l'argent qu'il n'avait pas, étant déjà criblé de dettes. À la sortie du tribunal, il m'a poursuivi, mais il n'avait plus rien d'arrogant. Il avait l'air d'un homme brisé. Camille, je t'en prie, je ne peux pas payer ça. Chloé est partie avec la voiture, ma mère est malade. Pour ce que nous avons été autrefois, s'il te plaît. J'ai ajusté mes lunettes de soleil. Ce que nous avons été est mort l'instant où tu as refusé de pousser mon fauteuil. Tu veux de la clémence? Très bien, je ne poursuivrai pas l'action pour diffamation, c'est ma dernière bonté. 6 mois plus tard, ma vie était plus solide que jamais. J'avais créé la Fondation Beaumont, une association qui offre un soutien juridique et financier aux patients abandonnés par leur famille à l'hôpital. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait sur Paris, j'ai travaillé tard et commandé un dîner via une application. 20 minutes plus tard, l'accueil m'a appelé pour dire que le livreur était là. Je suis descendu moi-même. Dans le hall de marbre de mon immeuble, un homme en uniforme de livraison usé grelottait, tapant des pieds pour se réchauffer. Son casque cachait son visage. « Commande pour mademoiselle Beaumont », a-t-il murmuré. Nos mains se sont frôlées. Il a levé les yeux et le temps s'est arrêté. C'était Julien. Il était décharné, le regard vide, épuisé. Son beau costume avait été remplacé par une veste de pluie bon marché. Il en était réduit à livrer des repas sous la neige pour rembourser ses dettes. Il m'a reconnu aussi. Ses mains tremblaient en me voyant dans mon manteau de créateur, debout dans un bâtiment qui portait mon nom. La honte a envahi son visage et il a essayé de s'enfuir en manquant de glisser sur le sol mouillé. « Attends », ai-je appelé. Il s'est figé, les épaules contractées. J'ai sorti un billet de 100 € de mon portefeuille. Pour le pourboire, ai-je dit, utilise-le pour les médicaments de ta mère. Je lui ai mis le billet dans la main, non par pitié, mais pour qu'il se souvienne de ce moment toute sa vie, le jour où le fardeau qu'il avait abandonné est devenu la seule personne à lui tendre la main. Julien a serré le billet, des larmes se mélangeant à la neige sur son visage, a murmuré un merci brisé et a disparu dans l'obscurité. Je suis remontée dans mon bureau, me sentant légère. Je ne ressentais pas de vengeance, juste une paix profonde. Devant la fenêtre surplombant les lumières de Paris, j'ai pensé à mon père et j'ai murmuré « Merci Julien. Merci de m'avoir divorcé. Ce papier a été le plus grand cadeau financier que tu m'aies jamais